Bonjour, je suis donc Véronique David et je fais partie de l'équipe de recherche sur le vitrail au Centre André Chastel. Donc, je vous propose donc quelques repères pour appréhender l'histoire du vitrail du XXe et du XXIe siècle d'ailleurs. Sûrement, vous allez revoir des mêmes édifices, mais bon, je passerai un peu plus vite sur ces édifices-là. Et avant de commencer, je voudrais d'abord insister sur l'importance du vitrail. L'importance, d'abord, de par son rôle fonctionnel, c'est la clôture du mur. Il est donc indispensable à l'édifice. Et on pourrait dire de sa fonction décorative. Mais en réalité, il est bien plus qu'un ornement. Et lorsqu'on en avait déposé les vitraux avant la Seconde Guerre mondiale, on s'est aperçu que les cathédrales étaient en fait des squelettes sans âme, et que donc c'est vraiment le vitrail qui donnait un climat à l'édifice, qui contribuait à la répartition des zones d'ombre et de lumière, répartition qui est au cœur même de la définition de l'architecture par Le Corbusier. On peut dire qu'un vitrail réussi, c'est un vitrail qui est en intelligence profonde avec le monument. Alors, au XXe siècle, l'histoire du vitrail a été l'objet de transformations radicales. On la résume souvent à l'intervention de grands artistes comme Chagall, Matisse, etc. Mais naturellement, c'est un peu réducteur. Et l'intérêt du label 20e, c'est finalement d'avoir fait ressortir des édifices dont les vitraux sont l'œuvre d'artistes célèbres comme Bazaine ou Hubac, mais aussi d'artistes moins connus et de peintres verriers qui ont largement contribué à renouveler l'image de cet art. Donc, je rappellerai rapidement qu'il y a quand même deux contextes de création, celui des édifices anciens et celui des édifices construits après la séparation de l'Église et de l'État. Alors, pour un rapide rappel de la situation du vitrail à la fin du XIXe, le vitrail était devenu un art sclérosé qui était réduit à son rôle dévotionnel, à son rôle didactique, et il était le support de la représentation de la vie des Christ, de la Vierge, des saints, et traité selon des codes académiques et très stricts, qui faisait que finalement les artistes s'en étaient désintéressés pour l'essentiel, et que cette production de vitrail était tombée aux mains de grands ateliers sclérosés par la routine, qui reprenaient d'un édifice à l'autre les mêmes cartons et ne prenaient pas en compte la valeur monumentale du vitrail et le traitaient comme une marchandise. Donc il a fallu la guerre, avec le traumatisme finalement de la Première Guerre mondiale, pour que les choses changent, enfin qu'émerge un mouvement de renouveau de l'art sacré et que la volonté finalement de redonner une dimension spirituelle au vitrail devienne plus forte. Et aussi, la guerre, avec ses 3000 édifices sinistrés, a rempli les carnets de commandes des peintres verriers, puisqu'il fallait bien remplacer ces vitraux détruits. Alors, deux hommes ont beaucoup contribué à animer ce mouvement de renouveau de l'art sacré. Maurice Denis, peintre théoricien, chef de file des Nabis, et Desvallières. Ils ont fondé une école, les ateliers d'art sacré, pour enseigner aux jeunes comment faire finalement des œuvres qui soient plus en lien avec la création contemporaine. Alors, dans la mouvance de ces ateliers d'art sacré, deux élèves, Pauline Peunier et Jean-Hébert Sévens, ont créé leur atelier en 24, un petit atelier qui se trouve rue Ferrandi, au fond de cette cour, et qui était conçu finalement comme un lieu d'échange avec les artistes chrétiens dont ils traduisaient les cartons et qui n'avaient rien à voir avec les grandes maisons, les grandes manufactures de la fin du 19e où on produisait le vitrail en série. Exemple de réalisation de ces ateliers, cette petite verrière pour l'église de Canaan qui en fait a été refusée par le curé de l'église en raison du chapeau de paille de la Vierge. Ça montre bien quel était l'état d'esprit de l'époque en fait.
beaucoup plus monumentale, cette verrière réalisée pour une église qui est maintenant classée et qui est la réplique de qui est la reconstruction en fait de l'église de l'exposition coloniale internationale de 31, avec ces vitraux d'Hébert-Sylvains, où on voit un peu quelle est la conception de la modernité à l'époque. On est toujours dans quelque chose de didactique, mais on est beaucoup plus libre dans l'utilisation des couleurs et surtout dans l'utilisation du plomb qui vient pas seulement dessiner le contour des formes. Un autre atelier qui ne dépend pas des ateliers d'art sacré, mais qui est affilié aux artisans de l'hôtel, parce qu'il y avait beaucoup de groupements d'artistes à l'époque, d'artistes chrétiens naturellement. Et cet atelier Barillet, en fait, qui a été fondé dans les années 20 et qui s'est développé à tel point qu'en 1932, Barillet et ses associés, le Chevalier et Hansen, ont pu faire construire ce magnifique atelier Square Vergène, qui existe toujours, par Malès-Stevens, qui est finalement le premier atelier moderne, très fonctionnel, et avec cette aile à droite qui est consacrée au bureau et la partie principale aux différentes étapes de la fabrication du vitrail. Et ce vitrail de la cage d'escalier qui est qui fait partie finalement de vitraux très célèbres, les vitraux art déco de Barillet, des vitraux qui sont réalisés à partir de verre industriel coulé et non plus du verre antique, qui est le verre antique considéré, le verre antique soufflé artisanalement, un verre très mince, qui est considéré comme le verre noble à l'époque. Donc, dans le vitrail civil, Barillet conçoit sûrement d'ailleurs avec l'architecte Robert Malès-Stevens ces vitraux. C'est une piste de recherche intéressante, ce sont les vitraux d'architectes en fait, parce que les architectes ont souvent l'idée des vitraux et finalement poussent très loin leurs recherches. Et donc, malheureusement, très souvent, les archives nous empêchent de savoir, le manque d'archives nous empêche de savoir si les vitraux sont dus, quelle est la part de création de l'architecte. Alors, lorsque Barillet intervient dans des édifices, comme dans cette église labellisée 20e, il est finalement un peu dans la lignée d'Hébert-Sylvains, avec un vitrail stylisé, aux couleurs assez libres. Mais on a quand même un exemple tout à fait unique à l'église Saint-Léon, où Barillet a utilisé les mêmes verres industriels coulés qu'il utilisait dans ses vitraux civils. Et c'est vraiment Saint-Léon un des rares exemples de ce type de vitraux. C'est ce qui fait que nous l'avons choisi pour le label 20e. Alors d'autres ateliers étaient hors des groupements d'artistes, donc je pense à Raphaël Lardeur, et ils étaient d'ailleurs pas toujours bien vus des mouvements de renouveau d'art sacré. Ils sont critiqués dans la presse de l'époque, mais finalement on s'aperçoit avec le temps qu'ils font partie à part entière de cette expression du vitrail du XXe siècle. Ou alors les frères Moméjean. Alors là, c'est un atelier à l'ancienne qui a été fondé d'ailleurs en 1860 à Pau et qui a eu des filiales à Madrid, à Hendaye et une adresse à Paris, qui a créé des milliers de verrières un peu dans toute la France. Voilà l'exemple que nous avons retenu à Juvisy-sur-Orge de l'atelier Moméjean, qui était capable aussi de faire la peinture murale et la mosaïque. Ils diversifiaient leurs activités. Alors, un atelier un peu atypique, et ce qui est le seul qui soit intervenu finalement dans ces édifices label 20e, c'est l'atelier d'Allôme, qui vient de Laval, et qui était un ancien atelier aussi fondé à la fin du 19e, et qui a créé ces vitraux de la chapelle Notre-Dame-des-Airs. Il les a créés dans un style finalement pour l'année 25 qui rappelle davantage le vitrail Art Nouveau. Ce qui est un peu exceptionnel. Et pourtant, il a été primé à l'exposition internationale des arts décoratifs de 25. Il a reçu un grand prix, il a été reconnu par ses pairs. Alors, l'entre-deux-guerres, c'est aussi l'invention de la dalle de verre qui a un rôle très important dans l'évolution du vitrail. L'inventeur, c'est Jean Gaudin, qui a mis au point cette dalle en 25 et qu'il appelait d'ailleurs la mosaïque transparente, puisqu'il s'inspirait directement des mosaïques qu'il fabriquait aussi dans son atelier.
Il s'est inspiré également de ces pavés de verre qui ont été très à la mode dans l'entre-deux-guerres et dont on peut voir d'ailleurs une belle réalisation à la gare de l'Est actuellement. Ces pavés de verre là dans l'église de Boulogne-Billancourt qui sont des pavés quasiment vissés dans la voûte en béton et des claustras arabes qui ont donc été à l'origine de cette dalle de verre. Voilà, cette dalle de verre est un matériau plus épais que fabrique encore aujourd'hui la verrerie Albertini, un matériau de 2 cm et demi, 3 cm, et qui est ensuite découpé et mis en œuvre un peu de la même façon que le vitrail traditionnel en verre antique. Et dans ces premiers vitraux en dalle de verre, ils étaient conçus un peu comme des mosaïques, avec des toutes petites, comme des tesselles de mosaïque, avec des tout petits morceaux de dalle. Alors, ce qu'il faut retenir de l'entre-deux-guerres, j'y reviens, c'est vraiment l'église du Raincy, donc avec cet espace immense où les murs sont dégagés de toute fonction portante et où le vitrail, finalement, prend une place majeure dans toutes ces claustras et donne cette impression, cette atmosphère assez très forte, cette magie suggestive dont a parlé Maurice Denis, puisque c'est une réalisation de Maurice Denis, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre son nom, avec le peintre verrier Marguerite Turé. Et on peut dire que c'est la première fois dans l'entre-deux-guerres que le vitrail est utilisé pour son potentiel d'atmosphère et pas seulement pour l'iconographie. Iconographie qui est bien présente, on la voit dans les baies latérales où il y a les scènes de la vie de la Vierge et une verrière commémorative. Et en fait, pour le visiteur, c'est certainement cette ambiance colorée qui devient de plus en plus intense au fur et à mesure qu'on va vers le cœur qui est importante. Mais à l'époque, on ne peut pas considérer non plus ces vitraux comme des vitraux abstraits, comme certains l'ont dit, car l'iconographie a vraiment une place majeure. Et autre événement à retenir pour cette fin de l'entre-deux-guerres, c'est la querelle des vitraux de Notre-Dame de Paris. Dans les édifices anciens, l'idée d'insérer des vitraux modernes était loin d'être évidente. On considérait qu'il fallait respecter ce cadre ancien, qu'il ne fallait pas en faire un laboratoire d'expérience. Et lorsque des peintres verriers à l'exposition internationale de 1937 ont voulu insérer leurs vitraux dans la nef de Notre-Dame de Paris, ça a créé de violentes polémiques, une vraie querelle des anciens et des modernes. Et finalement, on a fini par les retirer. Vous pouvez en voir un d'ailleurs dans le caisson qui est mis en place là en ce moment face à Notre-Dame de Paris. On les trouvait beaucoup trop modernes, beaucoup trop, et on a fini donc par les enlever. Ça montre que dans les édifices anciens, surtout de prestige, on avait encore du mal à l'idée d'apporter quelque chose de nouveau de son époque. Alors, le personnage qui fait la transition avec la Seconde Guerre mondiale, c'est le père couturier qui élève d'ailleurs de Maurice Denis. Il faut quand même ne pas oublier qu'il est dans la continuité. C'est un élève des ateliers d'art sacré, un peintre, et qui finalement a une position plus radicale peut-être que Maurice Denis ou Desvallières, en disant il faut s'adresser à tous les artistes, quelles que soient leurs convictions. Il s'aide pour ça de cette superbe revue, L'Art Sacré, qui lui permet de diffuser ses idées avec des textes et de très belles photographies. Alors, la décennie 50 va être très très riche avec cette église qui concrétise finalement les idées du père couturier, où tous les artistes contemporains sont présents, sauf Picasso qui n'avait vraiment pas voulu intervenir dans l'église, et qui, par exemple, fait intervenir Bazaine, dont il est amusant de savoir que la première version des vitraux, dont les dimensions n'étaient pas bonnes, a été recueillie par le couvent du Sauchoir. Mais je dirais que ce n'est pas ainsi que la conception du vitrail est vraiment bouleversée. C'est plutôt dans ces trois édifices qui sont des vraies icônes où la conception, la façon de le concevoir, en dehors d'une fenêtre isolée, va avoir beaucoup d'influence sur la suite de son évolution.
Là, dans la chapelle du Rosaire, donc Matisse s'est donné le défi de donner à un espace de proportion réduite, hein, parce que c'est une petite chapelle, des dimensions infinies par le seul jeu des couleurs et des lignes. Et donc, il conçoit le vitrail en fonction de cette idée. Le vitrail doit générer la sensation d'espace et doit faire face à ces grands murs de céramique blanc où il a peint et le chemin de croix et le Saint-Dominique. Alors, autre édifice important, Audincourt, qui, avec Ronchamp d'ailleurs, dépend de la commission diocésaine d'art sacré de Besançon. Et je voudrais souligner le rôle important de cette commission diocésaine, qui est chargée de superviser l'aménagement des églises et qui était très dynamique à l'époque, avec d'ailleurs parmi ses membres François Maté, inspecteur des monuments historiques, et le chanoine Lodeur et Monseigneur Dubourg, des gens très dynamiques, ce qui n'était pas le cas dans toutes les commissions. Par exemple, à Lille, la commission diocésaine est assez réactionnaire. Et donc là, ils ont vraiment poussé à la création, ce qui nous a donné Audincourt, avec cette frise, dans un édifice de Novavarena qui n'est pas spécialement intéressant, mais l'idée d'avoir confié cette grande frise continue à Fernand Léger, dont un artiste communiste et athée, qui était enthousiaste à l'idée de travailler dans une petite cité ouvrière, a permis de donner quelque chose de tout à fait exceptionnel dans le vitrail, ne serait-ce que par le fait que cette frise rompt avec l'idée de la fenêtre habituelle. La fenêtre, l'ouverture qui focalise l'attention et qui alterne, qui crée une zone de lumière qui va alterner avec une zone d'opacité. Là, on est dans un bandeau continu. Et ça, c'est tout à fait neuf pour l'époque. Et il y a aussi cette idée de travailler l'iconographie, hein, puisque ce sont les instruments de la Passion, comme un peu avec les mêmes procédés de l'affiche. Quelque chose de très fort, des couleurs utilisées en aplat, qui, là aussi, sont tout à fait nouvelles dans le vitrail. Dans le même édifice, le traitement de la dalle de verre très différent, beaucoup plus fluide, par Jean Bazaine, qui finalement, on est là devant peut-être le premier mur de lumière, où le mur est construit avec le verre en fait. Hein, là aussi, le vitrail n'est pas une approche à part, il est vraiment construit en même temps. Alors Ronchamp, célèbre, je ne m'étends pas trop, où les vitraux, où Le Corbusier n'accorde soi-disant pas trop d'importance aux vitraux, hein, il le dit même dans un texte de la revue de l'Art Sacré, qu'il déteste le vitrail, mais c'est un peu à comprendre comme une provocation. Il déteste le vitrail dans sa conception classique, naturellement, didactique, édifiante. Et là, il a inséré des vitraux au fond de ces ébrasements qui donnent des points lumineux et qui sont très, très importants aussi dans la façon de renouveler le regard sur le vitrail. Alors, les 30 Glorieuses vont être suivies de réalisations très importantes et très riches, comme par exemple dans les édifices anciens, où on va finir par accepter la modernité, et celle-ci à Metz, à la cathédrale Saint-Étienne, grâce à un architecte en chef, Robert Renard, soutenu d'ailleurs par l'inspecteur général Dupont. Et donc Chagall, Villon, Bazaine vont intervenir dans ce qu'on peut appeler la figuration libre, une figuration qui n'est pas encore l'abstraction, parce que l'abstraction met beaucoup de temps à pénétrer dans l'Église, mais qui habitue quand même le clergé, les fidèles à l'abstraction. Et l'abstraction qui va finir par triompher à Saint-Séverin avec Bazaine. Bon, alors, il y a d'autres exemples précédents, mais c'est le premier édifice où il est édifice de prestige en plein cœur de Paris, où vraiment l'abstraction est consacrée. Car si finalement l'Église était un peu réticente à l'abstraction, c'est qu'elle considérait que l'abstraction était vide de sens et qu'elle risquait d'être simplement un jeu de formes plastiques, gratuit. Et Bazaine a finalement prouvé, d'ailleurs avec ce qu'il a appelé la non-figuration incarnée et non pas l'abstraction, que l'abstraction était intéressante pour son potentiel spirituel et qu'elle permettait de toucher directement l'âme, comme en musique, et qu'à ce titre, elle avait droit de cité dans les églises. Et là, c'est amusant de voir qu'à Saint-Séverin, il a quand même mis des cartels sous chaque verrière avec le nom de chacun des sacrements. Cette approche finalement progressive de l'abstraction a permis que cet art, finalement, ce langage devienne tout à fait dominant dans
dans la seconde moitié du XXe siècle. Alors d'autres exemples d'abstraction, je pourrais vous en donner énormément, mais nous n'avons pas le temps. Alors dans un édifice labellisé 20e, la chapelle de Noisy-le-Grand, au couvent du Sauchoir, hein, les verrières du Bac, très proche de son travail sur les ardoises, ou alors à Pierrefitte, avec ses vitraux des peintres verriers, Huret et Marcel Lecan. Alors, très étonnant aussi, Max Ingrand, qui est en fait le dernier grand atelier du XXe siècle, hein, qui fonctionne un peu très organisé, qui a au moins une quarantaine d'employés et qu'on critique beaucoup, bien qu'il ne répète jamais les mêmes cartons, il est dans la formule, la répétition de la formule, Max Ingrand. Et il est très critiqué. Il a fait ses vitraux abstraits dans cette église d'Aubigny, qui sont un de ces rares exemples de vitraux abstraits. Alors, les Trente Glorieuses, ce sont aussi des innovations techniques et avec l'âge d'or de la dalle de verre, je vous remontre Champagne-sur-Seine avec ses vitraux d'Henri Martin Granel. Martin Granel qui est connu pour avoir travaillé à Royan avec Guillaume Gillet, avec le couteur à Bizerte, et qui met au point ces vitraux. Donc malheureusement, la photo empêche de voir la façon dont ces petites dalles de verre de très belles couleurs sont dispersées dans ces petites ouvertures qui font penser un peu à Ronchamp dans la forme d'ailleurs. Plus classique, ces dalles de verre de Passy, avec des motifs symboliques. La dalle de verre se prête plus aux motifs symboliques ou à l'abstraction ou au décoratif que la technique traditionnelle qui est peinte. La dalle de verre n'est en principe pas peinte. Voilà, aussi très étonnant, dans cette église de Goussainville, dalle de verre noir et blanc qui fait allusion au fait que le non baptisé est encore dans l'avant-révélation, donc pas encore de couleur. Et ça, c'est la fin de la dalle de verre, puisqu'on s'est aperçu dès la fin des années 70 que la dalle de verre ne se conservait pas très bien. On a des problèmes de conservation dans ce feuilletage des dalles de verre. Ça peut aussi venir des bétons, hein, les bétons qui ne sont pas de bonne qualité, les fers qui rouillent, et puis aussi certainement un goût qui change un peu et qui fait qu'on utilise de moins en moins la dalle de verre. Alors, autre technique tout à fait innovante à cette époque, par Martin Granel, qui était appelé le castor, hein, par Jean Le Couteur, et qui a inventé ce sandwich de verre et de briques. Ce sont des tranches de briques avec du verre inséré au milieu, et ça donne cet exemple assez spectaculaire de Saint-Paul d'Ambourget, ou ce mur d'Antony. Les résines polyester, donc là, utilisé à Arnouville pour le manteau de la Vierge, évoquer un manteau de la Vierge. Naturellement, ces polyesters sont très économiques, hein, et ça permet de faire des grandes surfaces. Chapuis en a énormément réalisé. Vous pouvez en voir à la gare Saint-Raphaël, par exemple, donc à la gare de Saint-Raphaël dans le sud. Et donc là, dans cette église de Livry-Gargan, ça a été réalisé avec des ingénieurs de l'usine de Rhône-Poulenc. Et dernière période, donc, ou de 75 à nos jours, avec le vitrail dans les monuments historiques, parce qu'en fait, c'est là que ça se passe, effectivement, dans les années 75, c'est-à-dire que l'Église connaît cette période d'enfouissement, hein, dont on a parlé, et finalement, c'est mauvais pour le vitrail. Hein, le vitrail est quasi inexistant dans cette période-là. En revanche, dans les monuments historiques, il y a une politique volontariste de l'État, du ministère de la Culture, qui fait que vont se développer, se multiplier des commandes publiques de prestige assez extraordinaires, qui rompent en fait avec la période de l'entre-deux-guerres où on est dans cette dominante de l'abstraction lyrique, et on est dans une abstraction, dans un art plus conceptuel, avec Reynaud, avec la célèbre vitraux de Conques, où Soulages a d'abord cherché une lumière, et cette lumière, il l'a trouvée à partir d'un matériau, et sa recherche a été faite sur ce matériau. Il voulait une lumière qui renforce l'identité de l'édifice et mette en valeur les trois types de pierres de l'abbatiale. Il voulait une lumière qui maintienne le regard du visiteur à l'intérieur de l'édifice, et aussi une lumière qui vienne de la masse même du verre. Et donc ce verre, il l'a cherché pendant près de 8 à 10 ans.
Il a fait des essais au CIRVA à Marseille, avec Saint-Gobain et finalement en Allemagne. Et c'est un verre, il y a eu 800 échantillons qui ont été faits. Et il a trouvé ce verre à part des grains de verre qui sont rassemblés et qui donnent cette lumière très douce et très modulée. Et lui aussi, enfin, Soulages a bouleversé finalement la conception du vitrail. Avant, on commençait par donner une maquette au peintre verrier. Donc lui, il cherche son verre en premier et en second seulement, il fait la maquette en direct avec Jean-Dominique Fleury à Toulouse, où il déplace avec un système de rubans et adhésifs ce qui sera l'emplacement des plombs et des barlotières. Et donc, je vous montre rapidement des exemples assez extraordinaires dans les monuments historiques. Le rouge strident du rouge, un verre spécial qui est un verre utilisé pour les feux de signalisation par la SNCF, qui a été utilisé pour cette église. Le verre ondulé de Maguelone, où Robert Maurice a voulu non pas représenter la vague, puisque l'église est dans une presqu'île, donc la vague avait un rôle important, enfin l'eau, mais il a voulu que le verre soit la vague. Et puis, très, très récemment, là, les pattes de verre de Convert à Saint-Gildas-des-Bois, aussi, qui donnent une atmosphère très étrange à cet édifice, avec ces pattes de verre, ces moulages d'enfants qui sont issus, finalement, de photos numérisées d'enfants internés dans les asiles psychiatriques à la fin du 19e. Un chantier dont on ne peut pas ne pas parler, le grand chantier finalement de cette dernière période, qui a duré très longtemps, qui a finalement fait appel à 5 artistes, Honegger, Viala, Rouen, Alberola, Hubac, et qui a eu aussi le grand mérite finalement de rationaliser le processus de la commande par le ministère de la Culture, qui a au fond à l'origine de la création de la DAP, qui en 82, qui fait maintenant partie de la direction générale de la création artistique. Alors, je ne vous ai parlé là, dans cette dernière période que des édifices anciens, mais là, à la fin, donc, dans les années 90, l'église acquiert une nouvelle visibilité avec ce qu'on pourrait appeler du non-vitrail au parvis de la Défense. C'est une structure en fer qui est accrochée au sol même de l'édifice, car l'architecte ne voulait pas de vitrail dans son édifice. Et c'est Jacques Loire qui l'a réalisé. Bon, Mario Botta, qui ne voulait pas de vitrail latéral, c'est l'église qui le lui a imposé, et qui a fait lui-même d'ailleurs ce vitrail à partir de grilles métalliques moirées, enfin qui font un effet moiré, qui est très beau, très bel exemple, complété par des vitraux de Kim Nyun dans les parties latérales. Et ce dernier édifice qui marque aussi un retour à l'iconographie, parce qu'après cette dominante du langage abstrait, avec Talent et le peintre Garouste, on revient à l'iconographie dans le vitrail aujourd'hui. Voilà, merci pour votre attention.